Pour l'instant, les futurs accusés sont internés quelque part en Europe, pour reprendre le terme traditionnel des communiqués militaires. En l'occurrence, ce quelque part se situe dans la station thermale de Mondorf, près de Luxembourg. À première vue, un séjour de vacances. Installés au Grand Hôtel, les détenus mènent presque une existence d'estivants. L'un d'eux, le médecin de prison Ludwig Flücker, note dans son journal « Nous ne sommes pas trop à plaindre. Logés à raison de 2 par chambre, nous ne manquons ni d'espace ni de confort. Nous pouvons nous promener dans le parc de l'hôtel ou encore nous prélasser dans des fauteuils ou des transatlantiques. La nourriture est excellente. Fournie par l'intendance américaine et préparée dans les cuisines de l'hôtel par des prisonniers allemands. Elle est servie dans la salle à manger par des garçons en veste blanche. Nous avons même un pâtissier, un Viennois dont les desserts et tartes sont fort appréciés. Toutefois, la vie au Grand Hôtel de Mondorf comporte aussi certains inconvénients. D'abord, le fait qu'il s'agit quand même d'un camp d'internement dont le commandant, le colonel américain Andrus, futur chef de la sécurité au palais de justice de Nuremberg, n'entend guère la plaisanterie. Andrus n'a aucune sympathie pour les prisonniers, et il ne s'en cache guère, d'où une véritable guérilla. D'un côté, Andrus, tatillon et toujours anxieux d'inventer de nouvelles vexations, de l'autre, les détenus animés de ce que les directeurs d'école appellent un mauvais esprit. Ainsi, Göring se moque bruyamment du casque vert, soigneusement verni, du colonel qu'il a surnommé « notre capitaine de pompiers ». Papen lui reproche son regard hargneux. Schacht le décrit comme un homme extrêmement désagréable, craintif et méchant comme un fonctionnaire subalterne. Le seul à lui rendre justice est le docteur Flücker. Officier d'actif de cavalerie, le colonel Andrus ne connaissait que le règlement, et encore le règlement, si bien qu'il exaspérait les détenus à un point inimaginable. En revanche, il faisait de grands efforts pour nous assurer une nourriture convenable. Sa principale préoccupation, un souci permanent, était la sécurité des prisonniers. Afin de prévenir les tentatives de suicide, il fit remplacer les vitres par du grillage ou des barreaux. Heureusement, nous nous y habituâmes très vite, grâce à la vue apaisante des pelouses et des arbres. Je tiens également à souligner que nos gardiens observaient toujours une attitude correcte et même courtoise. Le second inconvénient, nettement plus grave, réside dans la fréquence et la longueur des interrogatoires. C'est en effet à Mondorf que se fait l'essentiel de l'instruction, d'où une atmosphère tendue, lourde d'appréhension, d'arrière-pensée, de soupçons. Les officiers enquêteurs reviennent constamment sur les mêmes sujets, sautent d'un point à l'autre, camouflent leurs intentions en les noyant dans une masse de questions anodines, cherchent et relèvent la moindre contradiction. Bien entendu, un greffier sténographe note chaque mot. L'étude des procès-verbaux, chacun de ces documents comprend des dizaines de pages, permet d'imaginer le climat électrique qui règne au Grand Hôtel. Un assistant de M. Stammer, le défenseur de Göring, a pu conserver des fragments de 2 de ces procès-verbaux. Ils portent la date de juin 1945, 5 mois avant le début du procès. Texte d'une sobriété extrême, malgré leur longueur, nous n'en reproduisons qu'un extrait. Question. Votre nom complet? Réponse. Hermann Wilhelm Göring. En quoi exactement consistait votre activité? Commandant en chef de la Luftwaffe, ministre de l'air, premier ministre de Prusse, président du Reichstag, conservateur des forêts, maréchal du Reich. Étant donné que vous avez réussi à survivre à la débâcle, on peut sans doute vous compter parmi les nazis les plus chanceux. C'est une façon de voir. De toute manière, il reste encore pas mal de nazis. En tout cas, vous êtes le dernier des grands dignitaires nazis. Les autres ne sont que du menu fretin. Comment se fait-il que vous soyez encore en vie? Grâce au hasard, les SS m'avaient arrêté. Je devais être passé par les armes. Le destin en a décidé autrement. Que pensez-vous de Schacht? Un homme qui ne parle que de lui-même. Vous ne trouvez pas que vous en faites autant? Ceci dit, ne voyez-vous rien d'autre au sujet de Schacht? Il était intelligent. Il a travaillé pour le parti bien avant que celui-ci ait pris le pouvoir. Il était sans doute plus intelligent que vous, puisqu'il quitta le parti encore avant la guerre. Certaines personnes manquent totalement de caractère.
À votre avis, pouvons-nous faire confiance à Chacht? C'est à vous de décider. Pour reprendre votre expression, c'est une girouette? Je n'irai pas jusque-là, mais tout le monde sait que Chacht change souvent d'avis. Tandis que vous êtes un homme à principe? J'ai toujours eu le courage de mes convictions. Et quelles sont, pour l'essentiel, ces convictions? Le désir et le devoir de travailler pour mon pays. Remarquez que je ne tiens pas à juger Chacht, vous m'avez seulement demandé une opinion personnelle. Vous avez bien signé en 1938 un décret imposant aux Juifs d'Allemagne une amende expiatoire d'1 milliard de marks. C'était sur l'ordre d'Hitler. Est-ce que, aujourd'hui, vous avez honte d'avoir agi ainsi? J'estime que cette mesure était injuste. Donc, vous avez honte d'avoir signé ce texte? À moins qu'un maréchal allemand soit incapable d'avoir honte? Selon la Convention de Genève, je ne suis pas tenu à répondre à une telle question. Vous faites erreur. Vous n'êtes plus prisonnier de guerre, puisque, du fait de votre reddition sans condition, la guerre avec l'Allemagne est terminée. Oui ou non? Voulez-vous répondre à cette question? Eh bien, je regrette cette mesure, mais il faut tenir compte de l'époque où se passaient ces événements. Qui avait la garde de votre carnet de chèques? Ma secrétaire et moi-même, bien entendu. Qui a réglé les dépenses pour votre château de Carin Hall? Le ministère d'État et celui de l'Air. Lorsque vous achetiez une toile de maître, comment en acquittiez-vous le prix? Toujours en espèces? D'où venaient ces espèces? Je ne manquais jamais d'argent. Après tout, j'étais le second personnage de l'État. C'est ce qui sans doute vous permettait également de disposer de fortes sommes en devises étrangères? Oui. Dans ce domaine, j'étais en quelque sorte la dernière instance. C'était moi qui décidais. Pour obtenir des devises, y avait-il une marche à suivre? Les opérations étaient-elles comptabilisées? En pratique, tout se réduisait à l'obtention d'une autorisation. Naturellement, pour moi, cela n'offrait aucune difficulté. Vous considérez-vous comme un homme pauvre? Cela dépend. Je n'ai aucune idée de ce qui me reste. Vous n'avez rien caché? Dans une caverne, par exemple? Non, rien du tout. Teniez-vous un journal? Oui, mais de façon irrégulière. Je sais que mon aide de camp, lui, en tenait un, du moins pendant ces dernières années. Évidemment, ces documents ont été détruits dans l'incendie de Carin Hall. Dire que je ne sais même pas qui a mis le feu à mon château. Les Russes ou mes domestiques. Vos propres domestiques? Oui. En apprenant que les forces soviétiques avançaient entre Carin Hall et Berlin, j'avais ordonné de tout brûler. Remarquez qu'il doit quand même rester pas mal de choses, des objets que j'ai fait enterrer. Indiquez-nous les cachettes, et nous ferons chercher ces objets. Impossible. Les Russes ne vous autoriseraient certainement pas de procéder aux fouilles. De plus, je ne vois pas très bien comment je décrirai les divers emplacements. Les cachettes sont disséminées un peu partout, si bien que je n'arriverai jamais à dresser une carte. Mais une telle carte doit bien exister, non? Justement, elle n'existe pas. En dehors de moi, seuls quelques soldats connaissent les cachettes. Or, j'ignore ce que ces hommes ont pu devenir. De toute manière, les Russes, même s'ils vous laissaient creuser, mettraient la main sur ce que vous découvririez. Plus tard, peut-être. Bien, laissons cela pour l'instant. Est-il exact qu'en avril 45, vous avez retiré de votre banque une grosse somme destinée à une autre banque? J'ai donné l'ordre de faire virer 1/2 million de marks à une banque d'Allemagne du Sud. Normalement, j'aurais dû recevoir l'avis de revirement, mais j'attends toujours. Vous avez sans doute fait un testament? Je vais le faire maintenant. Au fond, c'est une précaution inutile. D'après la loi, la totalité de ma fortune revient à mon enfant. Est-ce que vous léguez quelque chose à votre secrétaire? J'ai dressé une liste de dons. Ma femme sera chargée de l'exécution testamentaire. Où se trouve cette liste? Dans les caisses contenant ma bibliothèque. Des caisses ont été transportées à bord du train. Pas celui qui abritait mon quartier général, mais l'autre, qui était garé sous un tunnel. À l'arrivée des Russes, les sentinelles se sont enfuies, après avoir pillé plusieurs compartiments. Elles ont notamment fracturé les coffrets à bijoux et pris les pierres précieuses, en abandonnant les montures. Vous êtes donc revenu dans le tunnel pour inspecter le train? Non.
C'est un officier américain qui me l'a dit. Quel est le montant de vos revenus annuels? Je puis vous les donner par mois. 20 000 marks comme maréchal du Reich, 3 600 marks comme chef de la Luftwaffe, 1600 marks comme président du Reichstag. Ce sont des chiffres nets, impôts déjà déduits. En plus, j'avais mes droits d'auteur. Mes livres m'ont rapporté près d'1 million. Mais la vie que vous meniez devait coûter encore plus que cela, je suppose. Une partie de mes dépenses était réglée par l'État, notamment l'entretien de ma résidence berlinoise et de Karin Hall. N'avez-vous pas dépensé des sommes considérables pour acheter des tableaux, des sommes qui dépassaient vos revenus? J'avais une certaine fortune, des capitaux, des fonds. Vous avez des frères et sœurs, n'est-ce pas? Oui. Un demi-frère, âgé de 74 ans, le commandant Wilhelm Göring. Un frère ophtalmologiste, le professeur Heinrich Göring. Tous les deux habitent Wiesbaden. Mon frère aîné, Karl, est mort à la dernière guerre. 2 sœurs, Olga et Paul. Je ne sais même pas où elles se trouvent. Peut-être chez les Russes. Il y a aussi mon jeune frère Albert. Il n'a jamais voulu s'inscrire au parti. Rassurez-vous, nous ne nous vengerons pas sur votre famille. Ce n'est pas dans nos habitudes. Pas dans les habitudes des Américains, mais certainement dans celles des Russes. À votre avis, combien de temps resteriez-vous en vie si l'on vous livrait aux Russes? Quelques jours, peut-être. Or, ceci n'est qu'un extrait d'un des innombrables procès-verbaux. Dans la vie courante, le juge d'instruction le plus méticuleux s'en contenterait. Mais les enquêteurs alliés font preuve d'une curiosité insatiable. Chaque jour, ils posent de nouvelles questions, sans renoncer pour autant à revenir sur celles de la veille ou de la semaine précédente. Parfois, un prisonnier sort littéralement de ses gonds. « Ça fait au moins 10 fois que vous me demandiez la même chose !» Les officiers alliés ne se troublent pas pour si peu. Ils continuent à interroger durant des semaines, des mois. Les dossiers s'amoncellent. Aux procès-verbaux d'interrogatoire viennent s'ajouter des centaines de tonnes de documents officiels dénichés par les spécialistes des sections d'investigation, dans les endroits les plus invraisemblables, galeries de mines et armoires blindées, mairies de villages et camps d'entraînement de la Wehrmacht, sans parler des colonnes de camions qui avaient évacué les archives d'État. Un Himalaya de paperasse où l'accusation allait puiser ses arguments et ses preuves. La fameuse Gründlichkeit, manie de tout faire à fond, des fonctionnaires allemands, allait se retourner contre eux. À telle enseigne que Jackson, procureur américain auprès du tribunal de Nuremberg, pourra affirmer « L'acte d'accusation ne contient pas un seul point qui ne soit étayé par des documents, notes personnelles des inculpés, articles de presse ou instructions. Je tiens d'ailleurs à remercier les hommes qui vont être jugés. En couchant leur moindre idée et parole noir sur blanc, ils nous ont bien facilité le travail. » Pour l'instant, cependant, Jackson n'est pas encore procureur. Pour l'instant, la cour de Nuremberg est encore dans les limbes. Les Alliés sont loin d'être d'accord sur le sort qu'il convient de réserver aux accusés.